Si vous regardez ce match Argentine-Algérie avec les yeux d'un mec des années 2000, c'est-à-dire qui dit tout simplement: «Il y a eu 600 passes et 50 je pense que vous vous trompez. Vous vous trompez vraiment. Pour moi, ce match-là, ça a été une leçon magistrale pour tous les théoriciens du football et des gens qui aiment cette analyse tactique ou pas. Argentine-Algérie, ça a été déjà, je trouve, hein, et on va parler surtout pour les supporters algériens, heu, je pense que vous allez trop loin avec votre équipe. Dans le sens où je pense que vous êtes méchant avec eux, alors que le match qu'ils font est extraordinaire. Le match qu'ils proposent est extraordinaire. En termes de data, en termes de tactique, en termes de développement, en termes de suivi des zones, en termes d'avancée, le match est extraordinaire. Je vous explique pourquoi. Et c'est pas au doigt levé que je le fais, hein. Outre la possession de l'Algérie, la manière dont elle a joué, en fait, l'Algérie a été piquée 3 fois sur 3. On va dire, je dirais pas exploits, parce que c'est pas des exploits, en fait. C'est quand même des choses assez travaillées. La passe de Paul, tout ça et tout, on va la voir un peu plus tard. Elle est vraiment travaillée, elle arrive au bon moment, elle est dans un bon timing et surtout elle est dans une chose recherchée, dans un concept préétabli de la part de Scaloni pour piquer à cet endroit-là exactement. La problématique, en fait, que j'ai avec la vision que vous avez du football, en fait, ce serait une vision où il faudrait juste avoir de l'envie, une grinta et ça passe. Non, non, de ce que l'Argentine a voulu faire, s'il y avait eu cette grinta, cette envie et entre guillemets «cette folie», dans le déplacement, ce non-respect, ce dépassement de fonction, vous aurez peut-être pris plus cher, vraiment plus cher. Et ça, il faut savoir le reconnaître. C'est-à-dire que des fois, il y a cette passivité où on dit: «Ouais, mais pourquoi les mecs, ils ont pas envie de jouer? Les mecs, ils ont pas envie, il faut le NIF, il faut le NIF, il faut le NIF». Non, 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 ça a rien à voir avec ça. Là, en fait, il y a des personnes qui ont été normalement constituées, qui ont fait face à ce qui se proposait à eux et c'est très difficile quand on est footballeur de rentrer dans ce type de match-là. De un, sur le faux rythme qui a été imposé. Vous avez vu quand le match a démarré, France-Sénégal, la France a été directement dans le camp du Sénégal. C'est-à-dire que ça permettait aux Sénégalais de pouvoir, entre guillemets, faire le dos rond, faire preuve de solidarité tout de suite, de rentrer dans le match, d'avoir un niveau de concentration énorme et ensuite essayer de piquer en contre-attaque avec des opportunités, forcément parce qu'il y a de l'espace. Là, on a vu ce que nous, on va appeler ici un zone block, c'est-à-dire, entre guillemets, un coup de poker qui a été utilisé par Scaloni, dans le sens où on a laissé essayer de l'Algérie le ballon pour qu'elle elle puisse, entre guillemets, ben, essayer de trouver des solutions rapides ou autres, mais ça n'a pas pu le faire. Bref, c'est parti, on va commencer parce que c'est un peu plus compliqué. Parce que vous savez, pour moi, c'est une illusion d'optique totale. Pour moi, Lionel Scaloni, il a appliqué le concept de ce qu'on appelle, nous, une provocation structurelle. Refuser le pressing haut, aspirer le bloc de Vladimir Petkovic et utiliser un zone block, donc un bloc en zone en fait. Ultra hermétique pour forcer l'Algérie à s'auto-asphyxier. Comprenez? S'auto-asphyxier. À la base, l'Algérie, elle venait pour jouer son match de guerrier, de bonhomme, comme on la connaît dans ses valeurs. Là, de ne pas appliquer un gros pressing du côté algérien, les laisser jouer, faire monter le bloc, les mettre en confiance et ensuite resserrer les lignes, de jouer la zone, là où un football actuel, tout le monde joue dans une capacité de pouvoir aller dans du un contre 1 et de la défense en homme d'homme à homme, quoi, tout simplement. Là, ils ont fait le pli de jouer de la zone. La dernière fois que j'ai vu ça, c'était au basket, là, les Spurs, quand ils se sont fait taper, ils ont joué la zone. Enfin bref, c'est des chiffres bruts qui sont terrifiants et qui valident l'implacable cynisme de l'Albi Céleste. 10 tirs à 7, 1,26 XG à 0,32, mais surtout 6 tirs cadrés pour l'Argentine contre 0 pour l'Algérie. L'Algérie, elle a eu le contrôle du cuir, mais l'Argentine a verrouillé les espaces. Analysons ce bug géométrique à la palette ensemble, les gars. Désolé, c'était long l'intro, mais il y a trop de conneries sur Internet, il y a trop de mecs qui racontent de la merde, et il faut respecter ce qui a été proposé par l'Argentine. Il faut respecter aussi ce qui a été proposé par l'Algérie. Elle a eu le ballon dans un jeu. Il y a ce qu'on appelle une provocation structurelle de la part de Scaloni. Et cette provocation structurelle a généré une incapacité, une paralysie de la part de l'Algérie. Parce que tu as peut-être Maza qui est ce joueur frisson, tu as peut-être certains qui sont ces joueurs frissons-là, mais la zone était tellement quadrillée que les mecs ont eu du mal à s'exprimer. Point. C'est pas l'Algérie qui est nulle. C'est qu'en face, tactiquement, ça a été extraordinaire. Let's go. Donc là, ce qui va être intéressant, les mecs, c'est essayer de comprendre le projet de jeu de l'équipe d'Argentine et le projet de jeu de l'équipe d'Algérie. Parce que pour juger un match, il faut forcément comprendre les intentions des uns et des autres. Donc, dans le niveau des compos, il n'y a pas forcément de trucs de fou. Ouais, on va me dire Hadj Moussa et tout. L'idée, elle est bonne, comme je vous l'ai dit, de mettre Chaibi, Hadj Moussa. Je l'ai dit et vous allez comprendre. Donc, on est sur un 4-2-3-1 avec de l'autre côté un genre de 4-4-2 qui se propose comme ça. Le but ici de l'Algérie, c'était de faire jouer dans un premier temps Chaibi, Gouiri, Hadj Moussa face aux 4 défenseurs.
de pouvoir avoir un milieu de terrain qui serait entre guillemets Maza, qui jouerait dans le dos de Fernandez et entre Martinez pour être ce joueur un peu frisson, Bentaleb Boudaoui qui ferait face aux 4, Ait Nouri sur le côté gauche et on aurait un Ben Sebaini Mandi face à Messi et Lautaro. Un peu, c'était l'idée. La difficulté maintenant pour l'Algérie qui va se poser, c'est que quand tu as le ballon, par exemple, tu te retrouves face à un 4-4-2 qui est vraiment bon. Par contre, là, ce qui a été intéressant, ce qui a été développé par l'Argentine, c'est ce pressing passif, comme je vous l'ai expliqué. Messi et Lautaro, ils n'étaient pas forcément dans un gros pressing. Pourquoi? Parce que eux, leur but, c'était d'attendre que Ben Sebaini et Mandi créent l'espace. Ces joueurs-là étaient là pour attendre que Mandi et Ben Sebaini créent de l'espace. Je vous explique. En leur laissant le ballon, Ben Sebaini et Mandi étaient dans l'obligation de soit s'écarter, soit, entre guillemets, être un peu trop haut pour proposer une solution. Et donc, ils balançaient souvent des longs ballons. Quand ils balançaient des longs ballons, on avait toujours cette possibilité de pouvoir avoir un pressing haut des Algériens qui n'était pas forcément très bien fait, qui était juste là, en fait, pour être là. Et c'est ce qui a permis, en fait, à chaque fois d'avoir des joueurs au milieu de terrain qui récupérait le ballon. Almada, par son placement, il faisait en sorte d'essayer d'étirer Boudaoui. On avait donc Belgali et Ait Nouri qui essayaient de monter et on trouvait Messi dans cette zone-là à chaque fois. Messi était cherché dans ce qu'on appelle, nous, le premier rideau, le dos du rideau, le dos du milieu de terrain, bref, la zone lumière, ce que vous voulez, toute cette zone-là. Et donc, le but ici pour l'Argentine, c'était qu'une fois qu'Aïssa Mandi et Ben Sebaini essayaient de construire, Messi et Lautaro appliquaient ce qu'on appelle un pressing passif, et donc leur donner l'opportunité de pouvoir attaquer et de trouver des espaces. La problématique de quand tu laisses la balle à l'Algérie pour pouvoir se projeter, c'est que Ben Sebaini et Mandi se retrouvent dans l'obligation de devoir jouer, et donc les joueurs, pour créer des solutions, se placent très haut. Et donc, en l'occurrence, ici, tu te retrouves dans des situations où tu as Messi pour Ben Sebaini, Lautaro pour Mandi. Donc, Lautaro partait très vite en profondeur. Ben Sebaini, pas peur de laisser Mandi se faire déborder, l'accompagner. Et on laissait Messi, en fait, s'exprimer seul. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, on se retrouvait dans une équipe qui était coupée en deux. Et c'est là, en fait, que je reproche, moi, à Ben Sebaini des choses, ou même à Petkovic. C'est que Ben Sebaini, en fait, tu ne dois pas reculer devant Messi à 40 ans. Si tu n'arrives pas aujourd'hui à ne serait-ce que le tenir, même s'il va très vite, attention, ça reste Messi, on n'est pas fou. Mais en un contre un, tu dois pas reculer devant Messi, tu dois tout faire pour le niquer. En fait, je comprends pas, moi, une défense qui est là, qui prend pas de coups, c'est qu'il y a un problème, quoi. Tout ça, enfin, qui met pas de coups, c'est qu'il y a un problème. Et je pense que Ben Sebaini, en fait, a plus passé son temps à couvrir Mandi qu'à défendre vraiment. Et donc, c'était le schéma de jeu de base. On avait donc une Argentine qui était là pour créer un pressing passif, laisser l'Algérie jouer, faire en sorte que Mandi et Ben Sebaini, par impatience dans leur création de jeu, dans le fait que ce soit eux les meneurs de jeu, forcément libèrent des espaces en s'écartant un peu trop les uns des autres, en refusant de recréer leur bloc. Et donc, on laissait cette opportunité de créativité à ces deux joueurs-là. Ce qu'il aurait fallu, c'était peut-être que Ben Taleb prenne l'initiative de la créativité dans le jeu pour permettre à Ben Sebaini et Mandi d'être toujours dans cette possibilité de pouvoir intervenir les uns et les autres. Et on relance le débat de la défense à 3 de la part de l'Algérie, parce que dans un match comme ça, une défense à 3 qui aurait permis de passer à 5, peut-être que tu aurais eu les résultats escomptés. Voilà, voilà, les gars, on continue. On va s'intéresser à la première phase du plan argentin. Pourquoi l'Algérie s'est retrouvée totalement stérile? En fait, c'est le concept de ce qu'on appelle nous du pressing passif, c'est-à-dire faire reculer Messi et Lautaro, donc Messi et Martinez. Ils vont jamais chasser Beltaleb ou Mandi, hein. C'est un- Ils sont juste hauts sur le terrain, ils les laissent jouer, ils reculent pour fermer les lignes de passe intérieures, provoquant ce qu'on va appeler un collapsing, c'est-à-dire en fait une chute du bloc. L'Argentine, elle forme un mur compact en zone et elle refuse le duel individuel. Enfin, le duel individuel. Ouais, c'est exactement ça. C'est moi, je suis un ouf. Privé de ligne de passe verticale, forcément, l'Algérie elle tombe dans le piège de l'entonnoir. 49% des passes, elles sont forcées plein axe. Alors oui, avec les montées d'Ait Nouri, l'Algérie elle a réussi à avoir un très gros chiffre, 118 passes dans le tiers offensif, 82% de réussite. Ils ont même touché 14 fois la balle dans la surface d'Argentine. Mais regardez la palette, ce sont des touches excentrées inoffensifs. Le bloc en zone de l'Argentine a tout repoussé, forçant l'Algérie à des tirs bloqués ou non cadrés. Zéro clean look, zéro tir cadré. L'Algérie, ce qu'on appelle un peu été hypnotisée. Donc vous comprenez, à dire que l'Algérie était nulle, tout ça et tout. Non, non, l'Algérie n'a pas été nulle. Quand Dibo Martinez dit que l'Algérie va gagner contre l'Autriche et la Jordanie, il le pense sincèrement parce qu'il reconnaît la valeur du match qu'ils ont affiché avec ce qu'on appelle, nous, ce pressing passif, comme je vous l'ai expliqué, cette capacité des Argentins à pouvoir laisser le ballon aux Algériens, contrairement à la France et le Sénégal, comme je vous l'ai dit, la France a été à 200% du côté attaquer les Sénégalais, a été chez eux. Donc en fait, elle a permis les conditions de l'exploit. Vous savez, pour créer un exploit quand on est une équipe qui est asphyxiée, il suffit d'avoir en fait un peu de courage, un peu de chance, beaucoup même,
du coffre et jouer les coups comme il faut, de la contre-attaque ou autre. Quand Petkovic, il te met Hadj Moussa et pas Mahrez, quand Petkovic, il te met Shaibi à la place d'Amoura, il a conscience du projet qui va lui être proposé. Il ne fait pas ses choix anodins. Il fait pas Hadj Moussa parce que c'est Hadj Moussa. Il fait Hadj Moussa en jugeant sa capacité à pouvoir éliminer de manière très rapide, de pouvoir se faire face à une défense en zone qui est très compacte et très reliée. Donc, il lui faut une qualité technique et une qualité alliée vitesse et technique, ce que Mahrez n'a pu. Shaibi, de l'autre côté, c'est pareil. On n'a pas besoin d'avoir un Amoura qui est aujourd'hui très fort en contre-attaque, très fort en rapidité, très fort en ce que tu veux. Par contre, Shaibi est meilleur dans la gestion intérieure de la gestion d'une zone, d'une équipe qui joue en zone en face de lui. Et c'est ce que l'Argentine a fait. C'est pas de l'analyse de football au doigt levé, là, les gars. On parle vraiment d'une analyse de niveau mondial. Ce que Scaloni a proposé à l'Algérie sur le pressing passif, c'est extraordinaire. Et je trouve que l'Algérie s'en est très bien sortie malgré le résultat qui est sévère, malgré le carton rouge de Messi qui aurait dû avoir et tout ce que vous voulez. L'Algérie s'en est très bien sortie. C'est attention, on parle football. À un moment, il faut vous raisonner. C'est pas parce que vous, les supporters algériens, avez perdu que vous êtes toujours en train de dire ouais, mais Mahrez, il est nul. Ouais, mais Shaibi, il est nul. Ouais, mais truc, il est nul. Non, 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 non. Tactiquement, ce que Petkovic a proposé à l'Argentine, c'était exactement ce qu'il fallait. Le pressing passif de l'Argentine met dans un faux rythme l'Algérie. Vous savez, et tu aurais pu mettre Mahrez et qui tu veux, ça aurait été pareil. En fait, il faut un facteur chance. Il faut un facteur qui te, le mektoub, comme on dit, hein, qui te permet que, par exemple, quand la passe de Paul, elle passe au niveau de Messi, ben Boudaoui, il intercepte. Et ça joue à 10 centimètres, 10-15 centimètres, pas plus. C'est pas un problème de concentration, un problème de nullité. C'est un problème de défi proposé, tout simplement. Allez, on continue. Donc, on a vu l'idée de jeu de l'Argentine, comme je vous l'ai dit, recréer un peu ce 4-4-2. Pareil pour l'Algérie. Ici, on est toujours sur un 4-2-3-1 avec Bentaleb, Boudaoui, Mazot, tout ça et tout. L'Argentine, elle va recréer son fameux 4-4-2 avec moins de 10 mètres d'écart entre les gars, hein. C'était énorme. Le but ici, c'est d'avoir Ait Nouri qui rentre, qui va sur le qui déborde, Belgali qui déborde, Hadj Moussa qui rentre, Shaibi qui rentre, et d'avoir Boudaoui Bentaleb en fait coincé un peu dans ce triangle-là, qui lui permettrait en fait de s'exprimer et de forcer Messi à descendre plus bas pour défendre, par exemple, sur un joueur comme Maza, et donc forcément se retrouver dans des tâches qu'il n'aime pas faire. En fait, c'était ça le but de l'Algérie. Et on avait cette possibilité de pouvoir avoir Maza et Gouiri ensemble, de pouvoir essayer de combiner, d'aller chercher tout ça. Bien sûr, c'était sans compter sur l'Argentine, mais c'était surtout en fait de vouloir sur les côtés lancer des 2 contre 1. On a eu pas mal de plans sur le côté gauche où Shaibi et Ait Nouri ont réussi en fait à faire des choses, mais on ne trouvait pas. Dans certains cas, Ben Taleb venait construire rarement, parce que j'aurais voulu qu'il le fasse plus souvent pour permettre à Mandier Ben Sebaini de jouer, mais en même temps de défendre d'une meilleure manière. On avait toujours en fait un bloc argentin, putain, un bloc argentin qui était là pour bloquer, qui empêchait les passes. Donc on avait toujours Medina qui était sur Hadj Moussa, De Paul qui était sur Ait Nouri. On avait toujours quelque chose en fait qui bloquait les fameux gauchers algériens et qui leur permettait en fait de se retrouver dans une difficulté de construction, une difficulté d'acceptation de l'adversité. Donc on revenait souvent à l'arrière et on jouait à la baballe. On avait un bloc argentin qui passait des fois de 6 à l'arrière, en 4-4-2, des fois en simple, avec Lautaro et Messi qui essaient de remonter. On avait Ben Sebaini qui essayait de jouer un peu à droite à gauche avec les mecs et tout. Mais bref, l'Algérie a fait 600 passes. L'Algérie a dominé avec le cuir. C'est-à-dire, en gros, elle a une plus grande possession de balles que l'Argentine. Mais l'Algérie n'a jamais trouvé les failles, et notamment cette zone-là, où on avait souvent, en fait, Ait Nouri qui l'a trouvé 2-3 fois, mais que ça s'est jamais fini sur un centre, jamais fini sur un tir, parce que le but ici, c'était de trouver une zone en retrait. Et dans l'intention de l'Algérie, c'était de faire en sorte que Ait Nouri force Montiel à sortir pour que Shaibi puisse passer dans son dos et essayer de retrouver des choses, des tirs et des frappes. Et c'est pour ça que Shaibi a été mis en avant dans ce match-là, parce que je pense que tactiquement, tout a tourné autour de lui, sur la capacité d'Ait Nouri de pouvoir déborder et Shaibi à lui de rentrer dans l'axe pour pouvoir finir. Contrairement au côté droit avec Belrali et Admoussa qui étaient eux dans l'incapacité de pouvoir créer la moindre chose, parce que Medina, déjà dans un premier temps, on les a cadenassés, mais Almada faisait son travail. Enzo Fernandez a fait un match extraordinaire. Et voilà, c'était le projet de jeu de l'Algérie, du moins ce qui en est ressorti. Et à la fin, ça s'est transformé en quelque chose qui a été un peu plus timoré, mais non pas de leur faute à eux, c'est parce qu'en face, les gars, il y a une équipe qui était cohérente. Comme je vous l'ai dit, c'est ici que la provostation. Je fais à chaque fois une erreur à chaque vidéo. En fait, j'ai un mec l'autre fois qui m'a mis en commentaire, il m'a dit percussion. Et moi, je sais plus ce que j'avais dit. J'ai dit percussion, une connerie comme ça pour dire qu'il était percutant. Enfin bref, en tout cas, je m'excuse mon gars, mais merci pour le mot que tu as envoyé pour moi, c'était super cool. Bref, c'est ici que la provocation structurelle, elle devient létale. En laissant l'Algérie monter son bloc avec le ballon, l'Argentine a sciemment accepté de subir un déficit territorial.
Seulement 39 passes vers l'avant pour l'Albi Céleste contre 61 pour l'Algérie. Mais pendant que l'Algérie attaquait sans équilibre, l'Argentine, elle préparait ce qu'on va appeler, nous, une rest offense au niveau de l'Angleterre, c'est-à-dire, entre guillemets, allez, un repos avant la contre-attaque. Techniquement, c'est ça, en gros. C'est-à-dire, on applique une défense en zone, on laisse jouer l'adversaire, on applique un peu le repos. Et dès qu'on a le ballon, on essaye de piquer au bon moment, au bon endroit. Et c'est ce que Messi et Lautaro, ils faisaient. Ils défendaient pas forcément. Lautaro, il faisait un ou deux pressings, histoire de dire, OK, je suis là, je suis sur le terrain, je dois courir, mais force, ils pressaient pas. Et c'était volontaire. Ils attendaient de créer l'espace. Ils attendaient de la part de la défense algérienne qu'elle crée des espaces. Quand tu laisses la balle à Mandy et à Ben Sebaini, tu leur donnes l'obligation d'être dans la construction. La construction, elle ne peut pas se mettre en place. Et la difficulté pour un Mandy ou pour un Ben Sebaini, c'est de construire et en même temps de gérer l'espace dans le dos. Parce que si tu montes trop haut pour relancer un ballon, dans ton dos, tu as Messi et Lautaro. Si tu lances face à un bloc regroupé comme ça, un ballon vers Maza, où Maza il se retourne et que la balle elle est contrée, ta passe, donc Mandy, le défenseur central qui vient de faire la passe, il est déjà en retard sur la contre-attaque et le plan de jeu qui a été lancé par Scaloni, qui est un pressing passif. Je vais le répéter des millions de fois parce que les supporters algériens, vous commencez à me rendre fou. Vous êtes trop dans l'émotion. Il faut analyser votre équipe. Votre équipe, elle n'est pas faible. C'est un défi tactique qui a été proposé en face. Dès le tac défensif de De Paul, l'Argentine, elle n'a pas cherché à construire. Il cherchait une transition verticale immédiate dans ce qu'on va appeler les demi-espaces. C'est ce qu'on va appeler un gouffre géométrique. Messi est trouvé totalement libre dans l'interzone entre la charnière et le milieu de terrain algérien qui n'a pas pu se replier à la 76e minute. L'Argentine convertit sa seule grosse occasion du match. Messi arme son pied gauche, boum, et nettoie le petit filet. L'Argentine a piqué à l'instant T. Enfin, et c'est ça en fait qui est ouf. C'est que, ok, Ben Taleb, il est un peu plus haut ou pas, mais mettez-vous en tête qu'en face de vous, l'équipe, elle joue la zone. Vous n'avez pas un vis-à-vis dans votre terrain. Il joue une zone. Et donc, quand l'équipe en face, elle joue une zone et qu'elle n'est pas en individuel, quand vous souhaitiez être en individuel, bah, en fait, vous vous retrouvez en mode mais qu'est-ce qui se passe en fait? Je dois aller où? Je dois mettre où? En fait, il n'y a que les mecs qui n'ont jamais joué au football qui réagissent de cette manière-là. Sur le terrain, quand vous avez un coach, alors oui, vous pouvez dire c'est de la faute du coach, il aurait dû passer en individuel, Fock, il aurait dû abandonner la zone, pas faire la même chose. Oui, on le comprend. Mais quand vous êtes sur le terrain, avec l'afflux sanguin, la tempête que vous êtes en train de prendre, le défi tactique que vous propose une équipe en face, vous avez du mal à réagir, les gars. Et c'est normal. Franchement, c'est normal. J'ai j'ai analysé tous les matchs de la Coupe du Monde, hein, que ce soit le Maroc, que ce soit même la Tunisie ou des trucs comme ça et tout, dans les pays, dans les équipes arabes. En fait, ce qui nous manque, c'est pas c'est pas la technicité ou l'inventivité, la créativité, comme on dit, ou des choses comme ça, ni la vélocité, ni le physique. C'est pas ça qui manque. En fait, ce qui manque, c'est de l'intelligence émotionnelle, de l'intelligence, comment dire ça, temporelle, genre en mode retour vers le futur. Mais non, c'est bien compris, c'est une intelligence de placement en fait qui manque, c'est une intelligence collective, pas un joueur qui se place bien, c'est-à-dire se placer collectivement face à un défi proposé. Et c'est là que ça devient complément. Et là, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va essayer de voir en fait ce que l'Argentine recherchait vraiment. Donc, comme je vous l'ai dit, on est sur un 4-4-2 posé, les mecs qui sont en bas, ils sont en train d'attendre, tout ça et tout. Comme je l'ai dit, Ait Nouri essaye de déborder avec Belrali pour essayer de trouver des solutions en espace. Et on avait l'Argentine qui bloquait, en fait, clairement. On avait toujours les 2 contre 2 sur les côtés. Un gros travail de De Paul, un gros travail d'Almada. Quand la balle, elle repassait dans l'axe, donc on avait l'Argentine qui venait, qui bloquait. Et ici, le but de l'Argentine, en fait, c'était, comme je vous l'ai dit, de proposer un bloc avec 10 mètres d'écart, chacun bien resserré, de proposer une défense passive de la part de Messi et Lautaro, mais pour forcément Dié Ben Sebaini à créer des espaces. Et ensuite, après, une fois que les joueurs algériens essayaient de trouver une faille, ben, il y avait forcément un joueur argentin qui était là pour mettre son pied, qui récupérait le ballon, qui permettait en fait à l'Argentine de vite récupérer et de toucher cette zone-là qui se trouvait donc entre le défenseur, le milieu de terrain et le défenseur central. Et c'est ce qui s'est passé ici. Vous posez la question comment la frappe comment on appelle ça, de Messi, elle arrive en fait. Comment le but de Messi il arrive? En fait, c'est tout simple. C'est parce que déjà, quand le milieu de terrain argentin a le ballon, il peut trouver Messi dans cette zone-là, qu'il soit derrière Ben Taleb ou derrière Boudaoui. Et en fait, on a Messi qui se balade un peu par là comme un électron libre. Et on se dit, les Algériens se disent surtout, ah, on va être capable de couper les ballons entre les lignes. Et ça, tout le monde le pensait. D'ailleurs, Boudaoui, ça joue à ça, comme je vous l'ai dit, ça joue vraiment à rien. Mais la problématique, c'est que c'est difficile de jouer avec les yeux dans le dos.
Ça, il y a pas beaucoup de personnes qui le pensent, en fait. C'est difficile de jouer avec les yeux dans le dos. Soit tu prends le mec de face, soit si tu es vraiment bon, c'est que tu as une équipe qui est en zone et qui est vraiment costaud pour faire ça. Et dans le but, ben, on a De Paul qui fait une balle et qui transperce tout le monde. Et tout le monde là, c'est là que je vais intervenir. Tous les Algériens sont en train de tomber sur l'équipe d'Algérie, sur la manière de défendre sur le but de Messi, sur le premier but. On a Lautaro Martinez qui rentre dans l'axe, on a McAllister qui propose, on a Almada qui propose. Donc en fait, techniquement, il n'y en a aucun qui peut sortir. Vous allez me dire Ben Sebaini. Pourquoi Ben Sebaini ne sort pas? Ben Sebaini ne sort pas parce que Mandy et Lautaro Martinez, il y a un déficit de vitesse, donc il veut à tout prix essayer de le couvrir. Et c'est là que Messi, voyant Kait Nouri revient sur McAllister, que Belrali revient sur Almada et que Lautaro est tenu entre les deux, avec aucune possibilité de Messi de pouvoir glisser la balle, il enclenche une frappe. Et c'est là que, bien sûr, tu aurais aimé voir Zinedine Zidane. Lucas Zidane essayer de la sortir. Mais tu peux pas reprocher à Ben Sebaini de vouloir accompagner Mandy. Et ça, c'est triste, ce que je veux dire, c'est que pour moi, il y a un manque de confiance envers les qualités des uns et des autres. On est toujours là pour couvrir l'autre et pas pour faire confiance. Alors que dans un match de Coupe du Monde comme ça, tu te dois de faire confiance, de prendre le risque, de te dire, OK, Mandy, Lautaro, ça va se jouer. Moi, je suis Ben Sebaini. Messi arrive dans une zone, je sors. Mais au moment où il essaye de sortir, il sort au moment où Messi arme. Et ça, c'est déjà fini. Même si Zidane aurait pu la sortir, parce qu'au niveau de sa poussée, au niveau de son angle qui est de son genou, pour aller chercher la balle comme un bon gardien, je pense qu'il y a quand même des problématiques et on l'a vu, parce qu'il y a un truc qui n'est pas très académique. Je pense qu'un autre gardien l'aurait eu. Et là, il s'est pris un but un peu plus faible. Mais bon, qui plus est, c'est que je pense que l'Algérie a très bien défendu. Je pense que l'Algérie a très bien joué. Je pense que pas de faire de plan Messi, ben, ça a été la meilleure chose parce que se concentrer sur un joueur, c'est souvent laisser les autres et Dieu sait que les autres sont vraiment bons. Et tu prends des buts, en fait, tout simplement à ce moment-là, mais t'es pas ridicule. T'es pas ridicule. Et les choix, en fait, sont logiques. Les choix sont logiques. Tu as le génie de Messi qui s'exprime, mais les choix de l'Algérie sont logiques. Donc arrêtez vos conneries. C'est là que ça devient complément. Et on va parler de l'usure et du cadenas de Scaloni sur la suite. Donc pour valider ce triomphe tactique, on va regarder la gestion des deux bandes touches. À la 64e minute, Petkovic il fait un triple changement. Désespéré, le mec, il fait rentrer Houssem Aouar, Amoura, Marez, pour essayer de fissurer ce mur en zone en fait en phase 2. Mais en face, Scaloni il gère son avance comme un ordinateur. Le mec froid de ouf. Il apporte de la fraîcheur physique. Il fait rentrer Julian Alvarez et Nico Gonzalez à la 55e. C'était quand même tôt, hein. Il veut maintenir l'intensité de son écran défensif. Quand il fait rentrer ces deux joueurs-là, c'est pas pour que ces joueurs-là marquent. Il fait rentrer ces joueurs-là pour continuer à proposer un écran défensif tout en attendant de piquer. Donc les gens ils disent ouais mais nanana, c'est un défi tactique énorme. Et dans cette manière de jouer, bah, souvent Messi il se plaît. Parce que c'est là où Messi peut mieux s'exprimer. Et c'est pour ça qu'il met le triplé et que tout le monde dit que c'est le meilleur joueur du monde, blablabla, tout ça et tout. Mais parce que les conditions de son équipe, les conditions du match, les conditions tactiques, elles ont été faites sur mesure. À l'image de la frappe de Mahrez à la 86e, mais face à un bloc argentin impitoyable qui a signé 27 tacles et 5 interceptions. Les Fennecs, ils n'ont jamais pu trouver la clé de la surface. Une masterclass absolue de cynisme, une masterclass de gestion des espaces, une masterclass collective et d'expression collective. Franchement, triplé de Messi, score final 3-0. La messe, elle a été dite, mais je pense que l'Algérie, c'est pas l'équipe aussi faible que vous êtes en train de dire, les gars. Et moi, je pense que ce match-là va servir l'Algérie et je pense qu'elle est encore dans la course et qu'elle peut faire quelque chose de grand. Je vous dis que ce match-là va les aider parce qu'ils vont pouvoir enfin répondre à une problématique qu'ils ont depuis longtemps, qui est cette intelligence de gestion collective et gestion des émotions face à un bloc ben, qui leur propose une asphyxie totale. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les gars. On continue, vous savez, c'est de l'analyse footballistique. Et big up au DZ, hein, les frères. On est ensemble, on vous encourage, on vous soutient dans votre parcours. On est avec vous de tout cœur et on n'a pas de haine envers les gens. Mais juste, soyez réglo avec votre équipe. Je vous trouve vraiment méchant. Je vous trouve vraiment dans l'émotion. Et quand on parle football, des fois, il faut quand même regarder, observer ce qui a été proposé en face. C'était une grande équipe et l'Algérie est une grande équipe. Donc on est derrière vous et one, two, three, vive l'Algérie, comme on dit. Allez les gars, ciao.